Bonsoir et bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité. La Russie s'intéresse à la main-d'œuvre et au sel sénégalais. Plusieurs accords de coopération ont été signés dans ce sens en marge du sommet du G20 auquel participe le chef de l'État à Saint-Pétersbourg. Le reportage du vendredi porte sur cette partie de Dakar appelée Crédit Foncier. Pourquoi ce nom? Réponse dans un instant. Enfin, football Sénégal-Ouganda en éliminatoire de la Coupe du Monde. C'est demain à Marrakech. En fin d'édition, le portrait de Henri Cévé, la dernière trouvaille du coach Alain Giresse. Les travaux du G20 ont pris fin aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. Des questions économiques et financières ont été abordées. La crise syrienne s'est aussi invitée au G20. 3 dirigeants africains ont représenté le continent au sommet. Le président Macky Sall, président du NEPAD, a évoqué la problématique du financement du développement et les autres préoccupations du continent. Envoyé spécial Khadikan. La rencontre des 20 pays les plus riches a pris fin aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. L'évasion fiscale, la croissance et l'emploi sont entre autres des sujets qui ont réussi à trouver une place entre la situation en Syrie, la guerre et les armes chimiques. L'économie reste le motif principal du G20 à Saint-Pétersbourg, l'objectif étant la croissance. Le G20, comme vous le savez, est un organisme extrêmement puissant dans la gouvernance du monde. Le G20, c'est 20 pays les plus développés, mais c'est également 85% du commerce international, c'est 90% des richesses du monde. Enfin, le G20, c'est, si vous voulez, 20 pays qui représentent les 2 tiers de la population mondiale. C'est dire que les décisions du G20 impactent naturellement la gouvernance mondiale, tant au plan du système financier international qu'au plan même de la régulation politique, tel que d'ailleurs nous l'avons vécu hier avec le débat sur la Syrie, parce que simplement tous les membres permanents du Conseil de sécurité sont présents, le G8 est présent et vous avez les économies émergentes. L'Afrique a été présente dans cette cour des grands à travers 3 de ses dirigeants, dont le président Macky Sall, président du NEPAD. Le continent africain cherche toujours les voies de son développement malgré ses immenses potentialités. C'est donc devenu une tradition qu'à chaque fois que les pays riches du monde se réunissent, l'Afrique, à travers ses institutions comme le NEPAD, est invitée. Ce qui témoigne de la volonté des pays riches de nouer un nouveau partenariat économique avec le continent. Ils ont tenu à ce que l'Afrique ait une voix à travers le président du comité d'orientation des chefs d'État du NEPAD, mais aussi avec le président de l'Union africaine, qui est actuellement le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Donc ce sont ces 2 voix, plus celle de M. Jacob Zuma en tant que membre du G20, l'Afrique du Sud. Avec ces 3 voix, nous avons pu parler des problèmes du continent face à la mondialisation, face également aux enjeux tels que la problématique de l'emploi, la croissance, la stabilité monétaire, la lutte contre la volatilité des monnaies qui affecte et impacte très négativement nos efforts de développement, mais également nous avons des questions liées un peu à la problématique du financement du développement, du financement des infrastructures, et sur ces questions nous avons porté la voix de l'Afrique pour que l'Afrique d'abord participe dans la gouvernance financière internationale, notamment à travers la réforme des institutions de Bretton Woods, pour que nos voix soient prises en compte, parce que comme vous le savez, que ce soit les Nations Unies ou les institutions de Bretton Woods, au moment où on les créait, la plupart des pays africains, pour ne pas dire la totalité, n'étaient pas encore indépendants. Aujourd'hui, nous pensons que l'Afrique doit être présente dans le banquet des décisions, et surtout nos préoccupations doivent être prises en compte sur l'accès au crédit, les facilités, la dette, qu'on la revoie. Les progrès significatifs des principales puissances économiques sur le sujet épineux de la fraude fiscale et de la fuite des multinationales devant l'impôt ont été salués. Le G20 va prendre des engagements sur les échanges automatiques de données fiscales, mais aussi sur la régulation des banques de l'ombre qui opèrent hors du cadre réglementaire conventionnel de l'octroi des crédits.
Le G20 s'est achevé avec un statu quo sur la crise syrienne. Les leaders n'ont pu que constater leur division sur une éventuelle intervention militaire, des crispations accentuées lors d'un dîner officiel en l'honneur des hôtes du sommet. Les chefs d'État et de gouvernement des pays du G20 ont clôturé le sommet de Saint-Pétersbourg par l'inévitable photo de famille, mais une famille éclatée et paralysée par ses divisions sur le conflit syrien qui a pris le dessus sur les autres dossiers. Le ton avait été donné par la poignée de main et des sourires très protocolaires échangés entre Barack Obama et Vladimir Poutine, dont les rapports n'ont jamais été aussi tendus. Hôte du sommet, le président russe avait prévenu que les discussions sur le dossier syrien ne se feraient que lors du dîner. À l'arrivée, les échanges ont été à l'image de ces apartés entre pays alliés mais pas d'accord. Les dirigeants restent en effet partagés sur la menace de frappe américaine et française, soutenue par la Turquie et l'Arabie saoudite, contre le potentiel chimique de Bachar el-Assad. La Russie, la Chine et les pays émergents tels que le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud y sont opposés. Quant aux autres, ils sont soit pour avec feu vert de l'ONU, soit sans position officielle. Face à l'inertie du G20 et la paralysie du Conseil de sécurité, les dirigeants du monde sont désormais suspendus à 2 échéances. Nous devons attendre. Le Congrès américain doit encore décider et nous insistons collectivement sur l'importance du processus des Nations Unies. C'est pourquoi nous demandons urgemment que les inspecteurs remettent un rapport intermédiaire le plus vite possible. En attendant, la tension continue de monter entre les deux grands. Selon le New York Times, Barack Obama a demandé au Pentagone d'élargir le champ des cibles potentielles en Syrie. Et Moscou, qui a expédié 3 navires de guerre supplémentaires en Méditerranée, met en garde Washington contre toute frappe de sites chimiques en Syrie. Le Kazakhstan et le Sénégal vont nouer des partenariats. Le président Macky Sall et le président Nursultan Nazarbayev ont eu en Russie un long entretien au cours duquel les 2 chefs d'État ont manifesté leur volonté de nouer des liens de coopération dans plusieurs secteurs comme l'éducation, l'énergie et le sport. Envoyé spécial Khanikan. Le Kazakhstan est un grand pays en boom économique qui a 3 millions de kilomètres carrés sur 17 millions d'habitants. C'est ce pays extrêmement riche en minerais, en gaz et en uranium qui veut nouer des liens de coopération avec le Sénégal. Les secteurs pistés sont entre autres l'éducation, l'énergie et le sport. Le Kazakhstan est disposé à former des boxeurs sénégalais et à recevoir des footballeurs nationaux. Le consul honoraire du Sénégal à Astana va conduire une délégation d'hommes d'affaires kazakhs en février 2014. Le président Nursultan Nazarbayev a accepté l'invitation du président Macky Sall à venir visiter le Sénégal. Le Kazakhstan est un pays membre de l'OCI. Les investisseurs russes comptent employer de la main-d'œuvre sénégalaise. L'un d'entre eux a été reçu par le chef de l'État, Pavel Kalouji, et le directeur général de United Ventura Management. Le voici au micro de notre envoyé spécial à Saint-Pétersbourg. Je suis été invitée à la rencontre, à l'entretien avec Monsieur le Président du Sénégal et nous avons discuté les questions de l'exportation du sel. Nous sommes très intéressés, notre entreprise est très intéressée d'importation du sel du Sénégal en Russie. On commence nos contacts par l'importation. On va acheter du sel au Sénégal et on va l'importer, ce produit, en Russie. C'est plus de 10 000 tonnes jusqu'à la fin de cette année. Toujours dans le cadre de la coopération sénégalo-russe, le sel produit au Sénégal pourrait être exporté en Russie. En effet, l'homme d'affaires russe Marat Ashlaev a annoncé qu'il va importer 10 000 tonnes de sel. Il a été reçu par le président Macky Sall. C'est un grand honneur pour moi d'être invité à cet entretien. J'espère que nos relations d'affaires se développent très rapidement. Notre compagnie se spécialise en agriculture, en secteur industriel, chantier naval et aussi à la transformation des bois. Et nous espérons que nos contacts seront très efficaces et fructueux pour nos 2 pays. Nous avons un grand besoin de main-d'œuvre
dans notre région, dans la région de Rostov de Russie. Et voilà pourquoi nous espérons de recruter les ouvriers sénégalais et les inviter à l'usine de réparation des bateaux qui se trouve dans cette région. Nous voudrions commencer nos contacts et nos relations d'affaires dans le secteur du commerce, exporter les bois, exporter des produits de l'agriculture au Sénégal. Et deuxième pas de notre coopération, ça sera investissement dans l'économie du Sénégal. C'est parti pour la campagne nationale de sensibilisation sur la planification familiale. Le thème retenu cette année, Moytu Neuf, ou en français, attention aux grossesses rapprochées. La campagne se déroulera sur une période de 10 mois avec comme objectif de lutter contre la mortalité maternelle et infantile. Binta Bagay. Une campagne nationale de planification familiale sur une période de 10 mois en lieu et place d'1 ou de 2 semaines. Une première au Sénégal. Le concept a été ainsi élaboré dans le but de relever le taux de prévalence contraceptive chez les femmes en union de 12 à 27% d'ici à 2015. Qu'il s'agira de conscientiser et d'informer encore plus les populations sur les risques des grossesses rapprochées. Nous avons de gros problèmes avec les grossesses rapprochées. Et ne serait-ce que ça devrait légitimer cette option fondamentale d'accélérer dans le sens d'une planification familiale à la portée de toutes nos populations. Jusqu'ici, beaucoup d'efforts ont été fournis, ajoute Awa Marie Kolsek, mais ils se révèlent insuffisants eu égard à la situation. C'est pourquoi, cette fois-ci, un accent particulier sera mis sur le renforcement de la communication au sein du couple, sur les effets secondaires et autres rumeurs, et sur la vulgarisation de la position favorable de l'islam. Et comme si cela ne suffisait pas, les partenaires techniques et financiers, à l'image de l'UNFPA et de l'USAID, ont dit leur engagement à accompagner la campagne. Notre gouvernement, à travers l'USAID, apporte une contribution de 400 millions de francs CFA à cet effort. Madame le ministre, je salue l'intérêt que vous avez attaché personnellement à cette question. Nous savons, vous et moi, que la réduction de la mortalité maternelle et infantile au Sénégal relève de la plus haute priorité. La planification familiale est un droit humain fondamental. Mais il reste dépourvu de signification à moins que les hommes et les femmes, les jeunes, aient accès à l'information et aux services de planification familiale de qualité qui leur permettront d'exercer ce droit grâce notamment à une meilleure implication des communautés. Pour espérer relever le défi de la planification familiale, il faut l'implication de tous. La PF ne doit pas être considérée comme étant l'affaire exclusive de la femme, car au final, c'est toute la famille qui y gagne. Il faut dire que la planification familiale est faiblement pratiquée au Sénégal. Certaines femmes craignent la position de la religion, d'autres n'ont pas forcément l'accord du conjoint. Pourtant, aujourd'hui, la planification familiale pourrait être une arme efficace pour lutter contre les grossesses rapprochées et la mortalité maternelle. Ramatadem. La planification familiale, un sujet jadis tabou, aujourd'hui les femmes cherchent à s'occuper autant que les hommes. Ces aspirations ne peuvent pas se réaliser tant que la fécondité restera à un niveau élevé. C'est dans ce cadre qu'elle limite le nombre de grossesses en utilisant de plus en plus la planification familiale. L'État, lui, encourage cette démarche pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale, une méthode sans risque et qui peut aider à l'épanouissement de la famille. La contraception est avant tout un enjeu national parce qu'il y a une corrélation nette entre le taux de couverture contraceptive du pays et la mortalité maternelle. On a démontré que la contraception permettait de réduire du tiers le taux de la mortalité maternelle qui est très élevé encore au Sénégal. Maintenant, il y a certaines rumeurs qui entourent ces méthodes de contraception comme quoi quand on fait une contraception, parfois on peut être stérile. Ce n'est pas le cas. En tant que personnel de la santé, si la méthode de contraception choisie est adéquate et
marié a été entouré de toutes les garanties nécessaires, à l'arrêt de la méthode, il y a une certaine réversibilité. Parce que la définition de la contraception, c'est justement l'ensemble des méthodes pouvant permettre de manière temporaire et irréversible d'arrêter la reproduction. L'utilisation de la planification familiale reste encore faible au Sénégal, de l'ordre de 12%. Parmi les raisons de cette situation, les préjugés, la réticence des hommes qui ont le pouvoir de décision et la disponibilité des produits et services. Toujours est-il que la planification familiale ne connaît pas encore un grand succès. Le taux de couverture contraceptive au Sénégal était l'année dernière de 12%. L'objectif du millénaire pour le développement est que d'ici 2015, fin 2015, de réduire la mortalité maternelle jusqu'à 250. Là, on est à peu près à 367 pour 100 000 naissances vivantes. Avec la contraception, on arrivera à faire baisser cette mortalité maternelle d'au moins un tiers, n'est-ce pas? Donc c'est un enjeu national. Et quelle est la position de l'islam? Peut-on avoir recours à la planification familiale pour une meilleure organisation ou harmonie dans les familles? L'islam n'est pas contre la planification familiale. L'islam n'est pas contre l'organisation de la famille. Dans l'islam, tout se repose sur l'organisation. On ne peut pas, par exemple, fonder une société sans organisation. Ce n'est pas possible. L'organisation familiale, c'est un problème de l'islam. C'est un problème de l'islam. Ce n'est pas un problème, par exemple, de l'Occident. C'est les ignorants qui disent, par exemple, que l'organisation des naissances, c'est un problème de l'Occident. L'Occident veut nous imposer, par exemple, la planification familiale. C'est fou, ça. Avec Moïtoul Nef, le thème de la campagne 2013-2014, l'État souhaite lutter contre les grossesses rapprochées, contre la mortalité maternelle et néonatale et aider à l'épanouissement des familles. Autre aspect de l'actualité, début de la campagne laitière dans le département de Linguère, le ministre de l'Élevage et des Productions Animales s'est rendu dans la zone. Aminata Mbengue Ndiaye a apporté son appui aux éleveurs. Ces derniers se retrouvent à chaque hivernage avec un surplus de production. Les centres de collecte et de refroidissement de lait qui étaient à l'arrêt depuis des années seront réfectionnés. Reportage de Sidna Unfal. La production laitière dans la zone sylvo-pastorale atteint son pic en hivernage. Faute de débouchés ou manque de moyens de conservation, les éleveurs sont souvent contraints de jeter ce lait. Un gâchis inacceptable. Les acteurs de la filière ont donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Avec l'appui du ministère de l'Élevage, ils ont initié cette année une campagne laitière afin de valoriser ce lait local. Aujourd'hui, les factures laitières d'importation de lait et de produits laitiers, surtout le lait en poudre, avoisinent les 65 milliards. Alors qu'en hivernage, la majorité de la production laitière n'est pas valorisée, ce qui est un contraste. Donc vraiment, c'est cette tendance-là que nous voulons aujourd'hui renverser par vraiment la valorisation. Donc à travers cette campagne, ce que nous voulons, c'est renforcer les acteurs, que la collecte puisse vraiment suivre, mais que les unités de transformation et qui, depuis des années, vraiment se sont lancés dans la valorisation de cela, puissent être appuyés en équipement. Des milliers de litres de lait sont conditionnés dans ces centres chaque semaine. Depuis des années, certains centres de collecte sont à l'arrêt. Après constat, le ministère de l'Élevage s'est engagé à les réfectionner. Cela permettra aux éleveurs de conserver plus longtemps leur lait. Nous avons déjà visité l'ensemble des centres de collecte, comme vous avez vu. Il y en a qui sont déjà fonctionnels. Les autres vont être fonctionnels d'ici la fin de la semaine prochaine. Et on a commencé la collecte. Il y a déjà quelques partenariats qui sont noués. Et on est en train de continuer à travailler avec les industriels pour qu'ils puissent venir commencer à prendre le lait et à l'amener vers Dakar. Ces centres de collecte de lait alimentent la plupart des laiteries et fromageries du département de Linguère. Il y a des groupements de femmes qui sont en train de transformer ce lait, soit en fromage, soit en lait caillé ou en yaourt. Et je pense que c'est une excellente chose que nous puissions avoir autant donc de développement, d'avancée au niveau de la filière lait dans votre département.
Étant donné que la société Nestlé avait installé des centres de refroidissement au niveau de certaines zones, donc dans ce département donc, de Linguère, nous nous étions dit qu'il fallait réactiver cela. Parce que depuis 2005, ces centres de refroidissement n'étaient plus fonctionnels. Nous avons missionné donc une équipe qui est venue, qui a fait la situation, l'état des lieux, qui a fait un devis, qui a permis aujourd'hui de réparer certains centres de transformation. Donc. Pour l'heure, les acteurs de la filière surveillent comme du lait sur le feu leur production. Ils espèrent convaincre les industriels à s'intéresser davantage au lait local. Notre reportage du vendredi porte sur les laveurs de véhicules en cette période de pluie. Avec les précipitations, les voitures ne sont pas très présentables, ce qui fait l'affaire des laveurs, même si le prix peut varier d'un véhicule à un autre. Saïlinko Cicero. La pluie fait le bonheur des laveurs de voitures. À la place de l'indépendance, le jeune Alioune Diouf ne dit pas le contraire. Ce vendredi à la mi-journée, il avait déjà empoché 7500 francs CFA, ce qui n'est pas le cas quand il ne pleut pas. La différence est nette. Moi, je gagne au moins 2 fois plus qu'avant. Autre lieu, même décor. Sur cette rue de la Médina, Yamoutine est lui aussi en pleine activité. Les pneus, les tapis, le pare-brise, aucune partie du véhicule n'est épargnée. En cette période d'hivernage, les taximens font partie de ses principaux clients. Les clients aiment les véhicules propres en cette période et c'est mieux pour nous aussi. Comme dans la plupart des garages, le prix du lavage est de 500 francs CFA pour les véhicules utilitaires et de 1000 francs pour les véhicules 4x4. En investissant 50 francs pour l'achat d'une bouteille de 20 litres d'eau et de 100 francs pour du détergent, Yamoutine fait bien des bénéfices, surtout en cette saison des pluies. Même s'il gagne assez bien sa vie, il ne manque pas d'ambition. Ici, nous apprenons à conduire et nous souhaitons aussi avoir un permis de conduire et pourquoi pas devenir chauffeur un jour. Même si certains chauffeurs préfèrent les stations-service pour le lavage de leurs véhicules, ces petits laveurs se frottent bien les mains. Pour eux, un jour pluvieux est un jour heureux. Les jeunes regroupés au camp d'utilité publique de Thiaroye sont en train de curer les caniveaux à Guinaw Rail Nord, une façon de venir en aide aux populations de cette localité qui luttent contre les inondations. Reportage Moussa Thior. Ces jeunes en pleine opération de curage des caniveaux à Guinaw Rail Nord font partie des volontaires mobilisés par le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques, cela dans le cadre des camps d'utilité publique, pour venir en aide aux populations affectées par les inondations. Presque composé de scouts, de pionniers, des éléments du service national. Il y a aussi certains qui viennent différents CEDEPS, de différents départements, comme par exemple Rufisque, Guédiawaye et Pikine. Tous ces jeunes que vous voyez ici, tous ces jeunes comme pionniers, le mouvement, les jeunes de la Croix-Rouge, les scouts, nous sommes là pour aider les populations au drainage et à l'évacuation des eaux de pluie, etc., etc. Les populations de Guinaw Rail Nord ont dit merci à ces jeunes volontaires qui sont venus leur porter main forte dans leur combat. C'est une belle initiative qui a été faite par une brigade composée de différentes couches. Là, on constate qu'il y a même des associations, il y a des scouts, il y a le Croix-Rouge, il y a différentes couches qui sont venues même intervenir au niveau de la commune en collaboration avec le comité local, qui est le bras technique de la commune, en train de nous soulager, surtout sur la situation actuelle au niveau de la commune. Des actions similaires ont été menées à Thiaroye Gare, à Djiddah Thiaroye Kao. Une façon pour ces jeunes de répondre positivement à l'appel de la nation. Des orages et des pluies d'intensité relativement forte sont attendus sur le pays, mais principalement sur les régions du sud-ouest et du centre-ouest, Ziguinchor, Sédhiou, Fatick, Kaolack, Mbour, Dakar, Thiès. La météo attire l'attention sur le département de Foundiougne. Pour les activités maritimes, une vigilance est de mise. Des vents forts sont prévus sur la petite côte et la côte sud de Dakar à Ziguinchor. La validité sur ce continent, c'est cette nuit jusqu'à la matinée de dimanche et sur mer cette nuit jusqu'à dimanche nuit. Des informations livrées par la météorologie nationale. Le dossier du vendredi par l'usage, une partie de l'avenue Blaise Diagne à Dakar est appelée crédit foncier. Pourquoi beaucoup d'activités informelles s'y développent comme la vente de pièces détachées d'automobiles et la cordonnerie? D'où vient le nom crédit foncier? Réponse dans ce dossier réalisé par Yéna Badia.
Au bout de l'avenue Blaise Diagne, non loin du service d'hygiène, un lieu célèbre, le Crédit Foncier, à cheval entre Rebeuss et l'îlot Petersen. Pourquoi cette appellation? Chacun y va de son approximation. On appelle cette zone du foncier parce qu'il y avait une cabane ici. C'était à l'époque où il y avait des cordonniers et d'autres commerçants. Le tubaab qui s'appelait du foncier il l'a dénommé Crédit Foncier. D'autres par contre se montrent plus prudents. Je ne saurais vous dire d'où vient le nom du foncier. Et pourtant, je suis là depuis 1988. J'ai trouvé l'appellation, c'est tout. Mafari Silla, 77 ans, connaît parfaitement l'histoire. Son père est décédé alors qu'il n'avait que 3 ans. Une mort subite que Mafari impute à la saisie de la maison familiale par le Crédit Foncier de l'Ouest africain. Crédit Foncier, société immobilier. Crédit Foncier était une société immobilière. La société venait te construire ta maison et si tu n'arrivais pas à honorer les engagements, elle la saisissait. C'était le cas pour mon père qui avait perdu 4 maisons jumelées. 4 bâtiments jumelés, À Rebeuss, Niayes Thioker et Petersen, beaucoup de maisons en tuiles avec une sorte de petit minaret ont été construites par la société. Si l'engagement est respecté, la maison revient au propriétaire. S'il n'arrive pas à honorer l'engagement, il la perd au profit de la société dont le bureau se trouvait à Dakar. Leur siège se trouvait à l'avenue du Sénégal, angle le Clémenceau. Tout après, ils ont attaqué les maisons qui étaient dans ce parage. Le Crédit Foncier de l'Ouest africain obtenait le plus souvent les titres par adjudication selon les informations disponibles à la conservation foncière de Dakar-Gorée. Les maisons récupérées à la suite d'un procès étaient revendues ou louées par la société à des populations essentiellement venues de la sous-région. Le Crédit Foncier est, si vous voulez, l'ancêtre de la SECAP. C'était une société qui construisait des bâtiments, des maisons et qui les mettait en location, surtout dans le Dakar Plateau, dans le quartier Niayes Thioker, quartier Rebeuss, surtout. Alors c'est pourquoi au niveau de Rebeuss, on a une cité, on a un quartier qu'on appelle Crédit Foncier. Crédit Foncier. Alors réellement, c'est le Crédit Foncier. Ouais. Alors, ce sont des maisons à tuiles en général, construites avec des murs en argile et souvent des murs en charbon. Alors, qu'on louait surtout aux ressortissants de l'AIOF, de l'Afrique occidentale française, qui venaient habiter Dakar. La société facilite ainsi l'accès à un toit aux ressortissants de l'Afrique occidentale française. Et Dakar, c'est les Lébous, hein? Bon, les Lébous, ils savaient où habiter. Mais les ressortissants qui venaient de l'Afrique occidentale française n'avaient pas où habiter. Mamoudou Aïdara, sénégalais d'origine malienne, connaît donc l'histoire du legs de son père. Ibrahima Keïta, par contre, ne sait pas grand-chose de l'histoire. Ses parents qui étaient venus du Mali avaient pu obtenir une maison à Dakar par le biais de la société. J'ai hérité la maison de mon père. Je sais qu'elle a été construite par le Crédit Foncier de l'Ouest africain. Je l'ai su par son architecte. En réalité, aucune rue ne porte le nom Crédit Foncier. Le nom s'est simplement imposé par l'usage. Cette zone grouille d'activités généralement informelles. La vente de pièces détachées d'automobiles est la plus connue. La vente de pièces détachées a démarré ici, à ma connaissance, par le biais d'un toubab qui s'appelait Mbek. J'ai fait 34 ans dans le métier. Autre activité répandue au Crédit Foncier, la cordonnerie. Un secteur fortement investi par des artisans guinéens. Nous sommes dans la vente des chaussures en cuir. Elles ont des vertus thérapeutiques. Elles sont souvent conseillées par des médecins. C'est pourquoi la vente se porte bien.
La vente marche petit à petit. On se débrouille. Tout un secteur de l'avenue Blaise Diagne est associé au nom du Crédit Foncier, une société française qui était là pendant la période coloniale. Elle a fusionné par voie d'apport avec une autre société française pour devenir le Crédit Foncier et Immobilier en 1963. Tournée nationale des membres de l'ONLP pour faire connaître ses missions. La visite de terrain a permis entre autres de faire un diagnostic sans complaisance de la situation des prisons et maisons d'arrêt et de correction. Reportage Claire Diop. Kaolack, la dernière partie de cette tournée de l'Observateur national des lieux de privation de liberté. Ici, le thème la prévention des tortures et mauvais traitements dans le cadre de la procédure pénale a été au cœur des activités. Au menu, CRD, formation et visite, un diagnostic sans complaisance sur la situation est fait. Le constat est qu'aujourd'hui, la prison de Koutal pose un réel problème. Elle n'est pas adaptée. Elle est même dangereuse pour les personnes qui y sont gardées et même pour ceux qui les gardent. Elle peut tomber sur... Elle menace ruine. À la maison d'arrêt et de correction de Kaolack, c'est le même son de cloche. Les difficultés persistent, les mauvaises conditions d'existence des détenus ont été soulignées. Il y a une surpopulation de 200 personnes avec le même budget. Ça pose réellement problème sur le plan de la prise en charge, aussi bien alimentaire, médical que sur le plan de l'hygiène. Concernant le commissariat central de Kaolack, un important programme de réhabilitation est en cours. À ce niveau, des performances sont notées. Les cellules ont été bien faites, elles sont grandes, elles sont aménagées de banquettes, et même d'un point de vue à l'intérieur permettre aux personnes privées de liberté de ne pas sortir pour aller faire leurs besoins ailleurs. Elles sont aussi soustraites de la vie des usagers. L'Observateur national veut éradiquer de façon définitive les tortures dans les lieux de privation des libertés. Dans cette dynamique, les organisations de défense des droits de l'homme adhèrent. Et je suis tout à fait confiant que le travail que fait l'Observateur en matière de formation, en matière de sensibilisation, que les visites qu'il est en train de faire dans les lieux de privation de liberté vont aider ce pays, le Sénégal, à se débarrasser très rapidement de la torture. De la documentation a été mise à la disposition des acteurs pour une meilleure prise en charge des personnes en situation de détention. 21 magistrats, 20 gendarmes, officiers de police et 10 directeurs d'établissements pénitentiaires des régions centres ont reçu des attestations de participation. Dorénavant, la mission est d'accompagner le Sénégal à être leader en Afrique sur le plan du respect des droits humains. Religion, la 38e édition du Magal des Deux Raka a été célébrée à Saint-Louis. Cette année, l'événement a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement. Le Magal avait pour parrain Serigne Ibrahim Bakendar, compte rendu par Bounatiao. L'édition 2013 de la célébration des Deux Raka n'a pas dérogé à la règle. De partout, les fidèles sont venus prendre part à l'événement. La cérémonie officielle a vu la présence d'une forte délégation gouvernementale dirigée par le ministre Morngom. Dans son intervention, le président du comité d'organisation a vivement salué les efforts de l'État pour la réussite de l'événement. Prenant la parole, Morngom a d'abord tenu à transmettre le message de soutien et de salutation du chef de l'État. À son tour, Serigne Mamor Mbacké, venu représenter le Khalif général Sidi Mokhtar Mbacké, s'est félicité de l'organisation de l'événement avant d'attirer l'attention de l'assistance quant au comportement du musulman modèle. Serigne Mamor Mbacké a ensuite insisté sur la nécessité d'instaurer une société respectueuse des préceptes religieux en s'inspirant des anciens tels que Serigne Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du mouridisme qui, en certain 5 septembre 1895, avait effectué 2 rakas historiques ici à la gouvernance de Saint-Louis, au même lieu, sous la direction de Serigne Mamor Mbacké. Perpétuer une façon de rendre hommage à celui qui toute sa vie durant s'est consacré au service du Créateur. Et encore cette année, des milliers de fidèles ont effectué les 2 rakas ici à la place Faidherbe. Après Nazareth, les pèlerins sénégalais sont allés à la découverte de Bethléem, lieu de naissance du Christ. Ils ont visité les monuments historiques et prié dans certaines basiliques. Envoyé spécial François Sec. Bethléem, lieu de naissance du Christ, c'est ici que l'ange apparut au berger leur annonçant la naissance du Messie. L'église du Champ des Bergers célèbre l'Annonciation.
Après le champ des bergers, la basilique de la Nativité a été une destination pour les pèlerins de la foi. Dans cette grotte où Marie donna naissance au Messie, l'endroit exact est indiqué sous l'autel par une étoile en argent à 14 branches incrustées dans le sol de marbre. Un autre autel marque le lieu où Marie a installé le nouveau-né dans la mangeoire. Les pèlerins sénégalais ont particulièrement prié pour toutes les femmes. En tant que mère, ce qui m'est venu à l'esprit et ce qui m'a fait pleurer aussi, c'est surtout les femmes qui sont mariées et qui n'ont pas d'enfants. Et j'ai beaucoup prié pour eux et je les ai confiés à la Vierge Marie pour que ces femmes-là puissent connaître ce que c'est l'allaitement. C'est une chance pour nous de venir là où est né notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Marie est une maman. Marie est la Vierge qui a dit oui. Je prie cette Vierge Marie de donner à toutes les personnes qui cherchent à avoir un petit enfant. En localisant la nativité, les chrétiens marquent les débuts du christianisme. Fidèles à leur démarche de foi, les pèlerins se rendront au Jourdain et au mont des Oliviers. Avant d'en venir au sport, sachez que le Mali a un nouveau Premier ministre. Son nom, Oumar Tatamli, un banquier de la BCEAO. Il s'attelle à former le premier gouvernement du président Ibeka. C'est la première nouvelle des Brèves illustrées. Le Mali a un nouveau Premier ministre. Oumar Tatamli fait ses premiers pas en politique. Ce banquier de 49 ans, nommé par le président Keïta, était jusque-là conseiller spécial du gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Un spécialiste en économie qui succède à Diongo Sissoko, Premier ministre de la transition. Pas d'amnistie générale en Côte d'Ivoire, affirme le Premier ministre. Pour Daniel Kablan-Duncan, les amnisties, c'est au cas par cas après des décisions de justice. Le chef du gouvernement ivoirien a par ailleurs rappelé lors d'une conférence de presse qu'il était toujours ouvert au dialogue avec le FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Éliminatoire du Mondial Brésil 2014, le Sénégal rencontre ce samedi à Marrakech l'Ouganda. Les Lions qui ont effectué leur dernier galop d'entraînement se disent prêts pour le match. Envoyé spécial Ibrahim Mboupa. Marrakech, la cité ocre, ville touristique par excellence, située au sud du Maroc. Mais les Lions ne sont pas là pour faire du shopping ou pour une partie de safari. C'est dans ce grand stade moderne qu'ils vont recevoir les Ougandais, toutes griffes d'or. Un match décisif. On l'aborde comme tout match. On est prêt, on est là depuis lundi, on s'entraîne. Et on fera bien tout ce qu'il faut pour remporter ce match. Moi je suis tranquille, je suis tranquille, esprit sain, et je crois que l'important c'est de faire le maximum possible pour gagner ce match et de savoir que c'est un match capital pour la nation, pour nous-mêmes les footballeurs et aussi pour le respect de notre public. Il nous faut gagner, après bon, un match ne nous suffirait, mais il faut donner le maximum pour se qualifier pour les barrages. Après faire les barrages, on est à 180 minutes d'aller à la Coupe du Monde. Ce serait vraiment quelque chose de génial. Moi, quand on était plus jeune, j'avais 12 ans, j'ai vu l'équipe du Sénégal aller en quart finale de la Coupe du Monde. Voilà, ce serait quelque chose que j'aimerais bien faire moi aussi. À l'hôtel des Lions, on a vu un groupe confiant, relax, décidé à sortir le grand jeu. Du côté du staff technique, c'est le même état d'esprit. Chaque match pour un compétiteur est un match décisif. Celui-là comme les autres. Et se préoccuper que de ça. Pas essayer de faire avoir des calculs, de dire comment, si il nous faut ça, il nous faut tel résultat. Non, jouons le match, préparons-nous. Soyons prêts à se mettre en œuvre par rapport à ce que sera le match. Le sélectionneur national insiste beaucoup sur la concentration, de la première à la 90e minute. Surtout que dans ce genre de match, tout peut se jouer sur des détails. Il faut être capable d'être prêt à jouer ce match-là, quels que soient les événements du début, de fin de mi-temps, et pour aller jusqu'au bout. Un match, ça peut aussi se gagner dans les dernières minutes, dans les derniers quarts d'heure, peu importe. Donc il ne faut surtout pas être restrictif. Si aujourd'hui
je parle que aux joueurs de dire celui qui va être important et primordial, c'est le premier quart d'heure, et on fait quoi du reste? Si on n'a pas réussi dans le premier quart d'heure à faire ce qu'il fallait. Non, il faut que notre équipe soit prête d'entrer effectivement, comme le match peut être, et comme on l'aura préparé, et de le tenir jusqu'au bout. Face aux Cranes d'Ouganda samedi, Alain Giresse aura probablement sous la main 22 joueurs. Le défenseur d'Anderlecht, Cheikhou Kouyaté, blessé à la cuisse en début de semaine, sera forfait selon toute vraisemblance. Dans notre série de portraits sur les Lions, nous vous présentons ce soir Bouna Koundoul, le gardien de but et l'un des anciens de la tanière. Il espère, à l'image de tous ses coéquipiers, faire un bon résultat face à l'Ouganda. Son portrait par Ibrahima Mboupa. Bouna Koundoul, le gardien du temple, 31 ans, Bouna Time pour les uns, Boy Guédiawaye pour les autres. Il a quitté le Sénégal très jeune pour les États-Unis. Je suis parti là-bas quand j'ai à l'âge de 14 ans, si je ne me trompe pas, parce que je venais juste de finir le 5e secondaire, donc je suis parti là-bas rejoindre mes 3 grands frères. Au pays de l'oncle Sam, Bouna a allié sport et études. Ingénieur en informatique de formation, Koundoul a aussi joué dans le championnat américain, la Major Soccer League. Ensuite, il est parti en Finlande avant de poser ses valises à Chypre. J'ai signé en Chypre avec Enosis, Nyon Paralimni. Donc ça ne s'est pas bien passé parce qu'il y avait beaucoup de choses que je n'aimais pas avec l'entraîneur qui n'était pas un peu juste. Donc cette année j'ai changé, j'ai signé avec une nouvelle équipe, Arna, Ethnosi Arna, qui était en Coupe Europa en 2006. Cette année on va faire la même chose pour se qualifier en 2014. Actuellement, Bouna est le doyen dans la tanière, 6 ans de présence, un tempérament de gagneur. La pression et le stress, Koundoul ne connaît pas. J'ai fait maintenant assez de temps avec l'équipe nationale. Il n'y en a pas quelque chose qui va être nouveau pour moi. On gère. Comme on dit, don't celebrate too much. Il ne faut pas beaucoup célébrer parce que si la défaite vient, qu'est-ce que tu vas faire? Donc il faut être au milieu. Stay in the middle. Not too hot, not too cold. Quand je viens au match, je me dis que ce que j'ai fait dans mon club, les entraînements, les matchs, je vais refaire la même chose. En sélection, Bouna Koundoul a connu des hauts et des bas, des souvenirs. Il en a plein la tête. Quand on lui demande le match qu'il a le plus marqué, voilà la réponse servie. Le match contre le Libéria. Des fois, les gens me disent match contre le Cameroun, pour moi, contre le Cameroun. Je savais que c'était un match que j'ai déjà vécu. Mais le match contre le Libéria, il y avait beaucoup de critiques, comme on dit, il y avait beaucoup de sanécher. Gardien numéro 1 sous Giresse, Bouna Koundoul devrait garder la maison Sénégal ce samedi, rassuré et assuré pendant 90 minutes. Pour terminer, nous faisons connaissance avec un tout nouveau Lion. Il a 23 ans, il joue à Bordeaux, en France. Henri Cévé est la nouvelle trouvaille du coach des Lions, Alain Giresse. Cévé, un footballeur talentueux, un attaquant qui peut aussi évoluer en milieu de terrain. Son portrait avec Ibrahima Mboupa. Henri Cévé a joué son premier match avec les Lions le 14 août dernier à Paris contre la Zambie, en amical. Mais avant de répondre à l'appel de la patrie, il y a eu des moments d'hésitation et de grandes réflexions. C'est un choix de carrière, donc il faut vraiment mesurer le pour et le contre. J'avais vraiment envie de prendre le temps de réfléchir parce que c'était pas pressé. Donc j'avais vraiment envie de prendre le temps de bien réfléchir et d'essayer d'en parler avec ma famille pour trouver la meilleure solution. Après, voilà, les discussions avec l'entraîneur, tout ça m'ont vraiment convaincu et j'avais envie de prendre le temps. Et c'est vrai que l'année dernière, j'aurais pu peut-être participer à la sélection, à la dernière sélection au Libéria et en Angola, mais on avait fait une saison où on avait beaucoup joué. J'ai fait 44 matchs, donc j'étais vraiment fatigué, donc j'avais envie de vraiment me reposer, mais c'était aussi en marge aussi de la réflexion de prendre la meilleure décision, et je pense que je l'ai fait au bon moment, et donc tant mieux.
Aujourd'hui, tout cela appartient au passé. L'intégration du joueur de Bordeaux se passe plutôt bien. Depuis le début, là, ça se passe bien. C'était vraiment une fierté de pouvoir représenter mon pays d'origine. De jouer pour le Sénégal, c'était vraiment quelque chose d'inespéré pour moi dans un premier temps. Et après, au fur et à mesure, franchement, j'étais vraiment content. En plus, on a joué à Saint-Leu-la-Forêt, c'est à côté d'où j'habite, à Cergy. Donc, en plus, j'ai des souvenirs sur ce terrain-là aussi. Et c'est vrai que de jouer ce premier match m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et je me dis qu'on a envie